pour parler de dermatite atopique sévère, je refais un petit topo sur la DA de base, hein, parce que sinon, vous bassinez qu'avec des biothérapies et autres, sans comprendre le principe, ça va être compliqué. Hein. Et donc, vous savez que l'eczéma atopique ou dermatite atopique, c'est une dermatose inflammatoire chronique qui est caractérisée par une anomalie de la réponse immunitaire et une déficience de la barrière cutanée. Donc non, une dermatite atopique, c'est pas une allergie cutanée. Okay, ça peut être les premières manifestations, comme on dit, de la marche atopique. Donc l'atopie, c'est quoi? C'est cette prédisposition génétique à fabriquer des IgE spécifiques envers l'environnement. Ces dermatites atopiques peuvent être les premiers signes, et donc il faut voir ça comme un mur de briques, en fait incomplet. Donc, comme je dis, cette hypersensibilité de la peau vis-à-vis de l'environnement. Ça va être associé à un prurite qui est quand même persistant, parfois intense, des lésions cutanées récurrentes, qui peut évoluer par poussée. C'est quand même, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a vraiment une souffrance qui peut être là, surtout quand on voit des DA sévères qui vont persister chez l'adulte, qui sont restés avec des topiques sans rien faire d'autre, avec des troubles sur le plan somatique, du sommeil, des dépressions, et donc c'est important de les prendre en charge. Il faut savoir que la DA, donc au-delà de 15 ans, donc chez l'adulte, c'est quand même la maladie de peau qui est la plus fréquente, qui est la surreprésentée. Ensuite, après, c'est le psoriasis. Et donc, c'est 65% des femmes, c'est surtout entre 15 et 29 ans, donc pour la DA de l'adulte, et 20% après 20 ans. Alors, attention, du coup, une DA, typiquement, ça va commencer peu de temps après la naissance, dans la petite enfance, mais ça peut venir à tout temps, voilà, tout le long de votre vie, à 20 ans, je dis à 80 ans, c'est possible, mais méfiance aux autres diagnostics, en fait. Et donc, les critères, en fait, sont des critères diagnostiques donc du UK Working Party. C'est l'association d'un critère obligatoire, principal, associé à 3 sur 5 critères diagnostiques. Le critère principal, c'est la dermatose prurigineuse. Les autres critères, c'est est-ce qu'on a un antécédent personnel de dermatite donc atopique, donc dermatite des plis de flexion et ou des joues, ou un antécédent personnel d'asthme, de rhinite allergique ou familiaux. Parce que vous savez que quel est le risque d'être atopique? Le fait que quelqu'un dans votre famille soit atopique, vous savez que du coup, vous avez plus de risques. Les antécédents juste une peau sèche, donc une xérose cutanée. Les gens ne se rendent pas compte et en fait, il va développer une DA à 10 ans, mais en fait, depuis toujours, la maman va me dire « Ah, mais c'est vrai qu'il a une peau quand même assez sensible, si je le lave plus souvent, si j'utilise des produits parfumés. » Donc, vous voyez, c'est des petits signes aussi déjà. L'apparition de lésions avant l'âge de 2 ans et l'âge de 4 ans, ou un eczéma des joues, du front ou des zones convexes avant 4 ans. Alors, vous voyez, il y a plein de patients, surtout chez l'adulte, où ça va être, où ils n'ont pas forcément les critères de base, ou parfois, on peut avoir des pathologies dermato qui ont ces critères et qui ne sont pas de la dermatite atopique. Donc, il faut se méfier. C'est plus facile, comme je vous avais dit, quand c'est dans l'enfance. Mais donc, attention, s'il y a un début tardif de DA ou alors une eczématisation un peu, genre d'un coup aiguë, la gale. Alors là, ça, c'est le premier truc à regarder. Vous allez regarder entre les doigts, les plantes des pieds, les aisselles chez les enfants, faire attention, mais même chez les ados. Les mycosis fungoïdes, on a déjà eu parfois des cas de DA diagnostiqués. Alors en fait, c'est un lymphome cutané. Donc, il faut faire attention. Les psoriasis, les toxidermies eczématiformes, bien évidemment, du sujet âgé, plus sur les antagonistes calciques ou les diurétiques de l'anse. Attention, pensez à un eczéma de contact s'il y a une localisation atypique. Ça veut dire un œdème aigu d'un coup du visage, les paumes, les plantes. Faire attention quand c'est chronique au niveau du visage, donc l'ADS, le psoriasis, la dermatomyosite, l'eczéma de contact. Et faire attention aussi, ça on a déjà eu, le syndrome hypergeux, on verra avec la prise de sang, mais les déficits immunitaires primitifs. Hein. Donc une DA ou quelque chose d'alerte eczématiforme assez sévère, des surinfections et autres, il faut faire attention, c'est rare, mais ça existe. Et on en a diagnostiqué chez l'adulte aussi. Donc comme quoi, donc petite photo de gale, vous voyez, les petits nodules scabieux aux aisselles, un joli petit sillon avec un signe du deltaplane si on met un dermatoscope dessus. À droite, le psoriasis, avec vraiment des lésions très bien limitées, contrairement à l'eczéma en fait. L'eczéma n'est pas aussi bien limité. Comme vous savez, on va avoir une clinique, une localisation typique en fonction de l'âge. Plus typiquement, nourrisson, ça va être un peu plus diffus, hein, visage, zone d'extension des membres, pour ensuite se mettre plutôt sur les zones bastions, creux poplité, creux avant-bras ou encore visage. Et puis après, vers l'adolescence et l'âge adulte, ça va être plutôt donc toujours les zones bastions, creux poplité, avant-bras, mais aussi le cou, les mains aussi. Et donc, c'est quoi cette anomalie de la dermatite atopique? Comme je vous ai dit, hein, c'est une peau hypersensible et ce qu'on explique aux patients, c'est cette barrière. Donc, vous avez la peau comme un mur de briques, mais là, il est sans le ciment. Et donc, du coup, vous avez
une perte de l'hydratation, parce que vous avez une barrière lipidique qui est incomplète. Il y a tous les irritants qui vont pénétrer. L'eau, la transpiration, les produits parfumés et autres. Et bien sûr, il y a une colonisation du staph, comme on a parlé hier, du staph doré, qui va favoriser aussi cette inflammation. Et bien évidemment, si on a un allergène, ça va venir souffler et pérenniser la dermatite atopique. Et donc, c'est une boucle infernale. On a une altération de la barrière protectrice cutanée, et donc on a une pénétration des substances irritantes des agents extérieurs, on a une inflammation, on se gratte, on a envie de se gratter, donc on se gratte, donc on a des lésions, on a de plus en plus d'inflammation, et ainsi de suite. Et donc, cette déficience de la barrière cutanée, avec cette infiltration des agents extérieurs, on se rend compte qu'il va y avoir une stimulation plus importante des cellules de type Th2 avec une surproduction des cytokines IL4 et IL13. Et qui va enchaîner vers une inflammation. Alors, il y a d'autres médiateurs aussi, mais on voit qu'il y a vraiment une importance de cette interleukine. Je ne vous en parle pas pour rien, c'est parce que ça va être une des biothérapies essentielles qu'on va faire dans les DA sévères. Alors, il y a des profils aussi qui sont différents en fonction de l'origine ethnique. Pourquoi on en parle? Parce que ça pourrait être des hypothèses thérapeutiques par la suite. Par exemple, la peau, donc chez l'Européen, on va avoir, comme je vous avais dit, beaucoup de Th2, alors que chez l'Asiatique ou l'Afro-Américain, vous voyez, ils vont beaucoup plus faire de lichenification, de prurigo. Et donc, par exemple, chez l'Asiatique, on voit qu'il y a énormément de Th17 et Th22. Donc, ça pourrait être une cible thérapeutique pour dans le futur. Et par contre, l'Afro-Américain, ils n'ont pas du tout de Th7, c'est du Th2 et du Th22. La DA, comme je vous ai dit, c'est pas une allergie, mais une allergie, qu'elle soit aéroportée, alimentaire, de contact, va favoriser, aggraver ou pérenniser les poussées de DA. D'accord? Donc, il faut voir ça comme ça. Mais ce n'est pas la cause initiale de la dermatite atopique. On peut avoir des nourrissons. Moi, j'en ai eu qui étaient sévérissimes. Genre, c'était une croûte géante. Et rien qu'en reprenant, alors qu'ils avaient eu des patchs et tout, avec des Angriba qui réagissaient à tout, le fait de reprendre les consignes de base, d'apprendre à comment gérer les crèmes, des schémas proactifs de fond, ben, franchement, ça change tout. Et là, ils sont blanchis. Alors oui, avec des petites zones de récidive, mais on passe sur une forme sévère à une forme légère. Quand est-ce qu'on va faire un bilan allergologique pour une DA? Soit vous avez une dermatite atopique importante, malgré un traitement bien conduit. J'insiste sur bien conduit. Parce que souvent, les parents, ils font pas les consignes de peau atopique. Donc, ils font pas les consignes générales. Donc, ça aussi, il faut voir comment, à quel point, qu'est-ce que vous mettez comme crème? Combien de fois vous le lavez? À quelle température? Un bain? Une douche? Voilà. Il faut vraiment, quel type de produit? Il faut vraiment tout chercher. On a une DA associée à une stagnation ou une cassure de la courbe staturo-pondérale, ou alors, bien évidemment, si on a d'autres manifestations évocatrices d'allergie, alimentaire, respiratoire, de contact. Alors là, d'office, on fait le bilan. Mais sinon, une DA de base, pas de bilan. Aussi sévère soit-elle, avant de d'abord essayer une prise en charge, et puis on revoit et on voit. Il y a des scores d'évaluation. Alors, pourquoi on va utiliser ces scores? C'est parce qu'on en a besoin pour savoir effectivement si on est sur du léger, modéré à sévère. Bon, sur une forme légère, je ne vais pas faire un score d'emblée, bien évidemment. Mais nous, on en a besoin pour les demandes de remboursement en fait, des formes sévères pour les biothérapies. Et donc, on va beaucoup utiliser le SCORAD et l'EASY-score. Le SCORAD étant la nature des régions touchées, l'intensité, associée au prurite et au sommeil. Et l'EASY-score, c'est seulement que la clinique. L'IGA, donc l'Investigator Global Assessment, c'est vraiment pour les études cliniques plutôt qu'on va faire ça. Il y a un score que nous, on peut utiliser au quotidien, qui s'appelle l'ADCT, donc l'Atopic Dermatitis Control Tool. C'est des questions plutôt pour le patient, pour voir comment il vit la maladie et voir s'il est suffisamment contrôlé ou pas, qui va être sur base de comment on évalue les symptômes, comment le patient évalue ses symptômes, est-ce qu'il a eu des troubles du sommeil, est-ce qu'il a su vite les gérer. Et donc, on va faire ce petit score de temps en temps, et s'il est au moins égal à 7, ça veut dire que là, il faut peut-être revoir quelque chose ou peut-être qu'il faut faire un bilan allergologique et donc discuter avec le patient. Il y a le score du DLQI et il y a le score du prurite et du sommeil dont on a besoin pour les demandes de remboursement. Qu'est-ce qu'on a comme thérapie actuelle? Donc, bien sûr, ici, on va parler de la DA sévère et donc des prises en charge des formes sévères, mais il faut un contrôle à court terme des symptômes aigus, l'identification et l'élimination et les préventions des facteurs aggravants, améliorer la fonction de la barrière cutanée et stabiliser à long terme et bilan allergologique si nécessaire.
Donc, vous savez qu'il y a toute une thérapeutique qui augmente au fur et à mesure de l'intensité de la dermatite atopique. Le traitement de fond étant les séances d'éducation thérapeutique qu'on appelle les conseils de dermatite atopique. On va essayer de remettre ce mur de briques incomplet. Comme je dis, donc on évite tous les irritants, des douches tièdes et courtes quand ils ont des grosses poussées et autres. On dit même de les laver vraiment 2 à 3 fois par semaine. Tièdes, court, on tamponne, on ne frotte pas pour essuyer. Produit pour peau atopique sans parfum, bien évidemment. Un émollient, en sachant que l'émollient n'est pas un traitement pour la poussée, en tout cas d'eczéma atopique, mais c'est vraiment pour restaurer la barrière lipidique. D'accord ? Et puis ensuite, voilà, toutes les petites consignes. Quand c'est léger, on va faire d'office avec des dermocorticoïdes et on va ajuster avec des inhibiteurs de calcinurine. Nous, ce qui nous intéresse, quand ça devient modéré ou sévère, eh bien là, on va devoir passer des traitements systémiques, et donc des immunosuppresseurs et des biothérapies. On va considérer comme sévère dès qu'on a un SCORAD supérieur à 50. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme ligne dans la dermatite atopique ? Et nous, c'est ce qu'on utilise encore. La première ligne, et nous, on est obligé de l'utiliser chez l'adulte, c'est la cyclosporine. En Belgique, en France, c'est la première ligne avant de pouvoir utiliser des biothérapies et les inhibiteurs de JAK. En France, la cyclosporine, si elle n'est pas utilisée, ils peuvent tout de suite se tourner vers la biothérapie type dupilumab et tralokinumab ou les anti-JAK. Nous, en fait, on est beaucoup plus limité. On doit faire des demandes de remboursement avec ces scores et prouver sur base de photos. C'est pour ça que c'est important qu'on réalise tous nos scores. Et seulement s'il y a échec de la cyclosporine pendant 4 mois ou contre-indication ou effet secondaire pour l'adulte, alors seulement on peut passer à la biothérapie et seulement si échec de celle-là, on peut passer aux inhibiteurs de JAK. Maintenant, c'est tout neuf. On a accès pour les adolescents aux biothérapies et sans passer par la cyclosporine, ce qui est plutôt neuf. Et maintenant, c'est à partir des adolescents et dans 1 mois, à partir des enfants de 2 ans. Donc, c'est quand même une grande avancée. Pourquoi est-ce qu'on prescrit encore de la cyclosporine en 2024 ? Mais donc, il est encore dans les indications. Il a l'AMM en France depuis 1995. Et donc, il est dans les indications de la dermatite atopique sévère nécessitant un traitement systémique. Alors, c'est pas recommandé chez l'enfant. Idéalement, on va éviter en dessous de 16 ans. Et c'est pour ça que nous, ils ont exclu cette cause pour les demandes de remboursement des biothérapies. On a une expérience limitée pour le sujet au-delà de 65 ans. Et comme vous savez, on va essayer de le limiter quand même dans le temps. Parce que, bon, le côté immunosuppresseur, le risque de lymphome induit. Et donc, on va essayer de le limiter à 1 an, 2 ans maximum. Quelles sont les contre-indications absolues ? Mais donc, une hypersensibilité, c'est plutôt rare. Bien évidemment, hypertension, insuffisance rénale, des infections, des risques infectieux antécédents ou alors des antécédents de cancer ou des lésions précancéreuses, relatifs. Parfois, nous, on a fait passer effectivement qu'il y avait des infections cutanées à répétition de staph ou d'herpès. Alors, on le faisait passer en contre-indication vu le risque ou si le patient ne veut pas se remettre à jour pour la vaccination. Quel bilan préthérapeutique ? NFS, fonction rénale, fonction hépatique, bilan lipidique, les sérologies virales. On fait bien sûr la mesure de la pression artérielle, être sûr qu'on puisse le mettre en place. On regarde que tout soit à jour pour la consultation gynéco, consultation dentiste. Et nous, on a des consultations qu'on appelle immunostart avec les infectiologues qui vont se charger de tout remettre à jour pour les vaccins. Donc, même si, est-ce qu'il est possible que vous voyagez en Afrique, même si c'est dans 5 ans, ok, allez hop, on fait fièvre jaune, comme ça tout est fait et au moins tout est mis à jour. Quelle dose on débute ? Alors, en général, donc la dosage, c'est entre 2,5 et 5 mg kg jour. C'est en 2 prises, donc on coupe en 2 après. Il y en a qui commencent tout de suite à 4-5 mg kg jour. Moi, j'ai tendance à faire plutôt 2,5 et on voit si ça suffit parce qu'au moins, ça limite les risques d'effets secondaires. Parce qu'il y en a qui ont très vite des tremblements, de l'asthénie, des céphalées, de temps en temps des hypertensions, mais ça, c'est pour les un peu plus âgés. Et donc, moi, je trouve que je commence à 2,5 et puis je monte crescendo si c'est pas assez contrôlé, en sachant que avec la cyclosporine, ça répond quand même assez rapidement, donc on le voit. Mais par contre, on va surveiller la biologie, et notamment le bilan lipidique, mais c'est surtout la tension et le rein, et on va essayer de faire une durée maximale de 12 à 24 mois. Par contre, c'est le traitement qu'on peut donner pour la grossesse et l'allaitement, contrairement aux autres et aux biothérapies, donc c'est une option thérapeutique chez la femme enceinte, qui, vous le savez, avec l'ADA peut exploser au moment de la grossesse. Donc, pour la cyclosporine, c'est un traitement systémique de première intention chez l'adulte, pas chez l'enfant. On a un recul important, une efficacité rapide, un coût modéré, une DA sévère qui explose, elle se marie dans 1 mois, on peut mettre de la cyclo.
il y a une prise orale quotidienne, c'est modulable, c'est possible pendant la grossesse. Par contre, il y a beaucoup d'effets indésirables. Et donc, s'il y a un échec ou une contre-indication, qu'est-ce qu'on a ? Mais donc, comme je vous avais dit, la deuxième ligne, les biothérapies, et nous, ensuite, on aura les anti-JAK. Dans les biothérapies, on va avoir le dupilumab et le tralokinumab. Comme je vous avais dit, en fait, donc dans la physiopathe de l'ADA, et c'est pour ça qu'on a insisté, c'est qu'il y a une réelle importance de la voie TH2 avec les cytokines de type IL4, IL13. Et donc, c'est sur ça qu'on va agir pour moduler et calmer l'ADA. Et donc, on va bloquer cette voie IL4, IL13. Le dupilumab, il va bloquer les deux. Ça va, en bloquant le récepteur, la sous-unité alpha du récepteur IL4, et donc va bloquer IL4, IL13. Le tralokinumab est sorti un peu plus tardivement, qui va bloquer que l'IL13. Et il y a le librikizumab qui va seulement sortir chez nous, qui est un autre anti-IL13. Et qu'est-ce que ça donne dans les études ? En fait, ça donne super bien. En fait, donc ça a été une révolution. Parce que comme vous regardez, par exemple, dans les patients, 80% vont atteindre l'EASI score très rapidement dans les études. Il répond pas très très vite. Souvent, moi, je trouve que chez les ados, on a besoin jusqu'à 6 mois de traitement. Je trouve que pour que ça réponde. Par contre, j'ai des adultes, en 1 ou 2 mois, on voit vraiment un vrai changement. Même chose pour l'anti-L13, le tralokinumab, avec des super bonnes réponses sur la diminution de l'EASI score. Par contre, ils sont très bien tolérés, il y a très peu d'effets secondaires, il n'y a même pas besoin de suivi biologique, donc finalement c'est beaucoup plus safe que du néoral. Mais et les effets secondaires, c'est quelques cas de céphalée, ils disent qu'il y a une majoration des infections. Moi franchement, je le vois pas trop. Des réactions aussi d'injection non, mais par contre on a les conjonctivites. Alors les chiffres, l'incidence est variable selon les études, c'est pas très fréquent, mais ça c'est l'effet secondaire qui va être quand même contraignant pour le dupilumab. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était associé typiquement à la dermatite atopique. Il n'y a pas de majoration dans l'asthme ou dans la polypose nasocinusienne ou dans les patients qui sont traités avec le Dupixent pour l'œsophagite éosinophile. C'est vraiment augmenté en fonction de la sévérité de la dermatite atopique. Avant, dans les études, ils s'étaient rendu compte, ils pensaient que c'était majoré si on avait un antécédent de conjonctivite avant l'initiation du dupilumab, et en fait, finalement, c'est inversé. C'est pas quelqu'un qui a déjà une conjonctivite allergique n'est pas plus à risque. Probablement que chez les DA, le Dupixent va se mettre directement au niveau des cellules, donc des gobelettes au niveau de l'œil, et qui va faire cette conjonctivite. Et ça vient typiquement entre les 2 à 8 semaines de l'initiation du traitement. Si jamais ça ne suffit pas avec les anti-IL4, IL13, on a maintenant les anti-JAK, depuis presque 2 ans maintenant. On en a 3 en Belgique. On a le baricitinib, l'upadacitinib et l'abrocitinib. Alors en fait, ceux-là, donc on va dire que c'est le parapluie. Donc là, on va être beaucoup plus immunosuppresseur quand même, mais ça répond très très vite. Et donc, comme vous voyez ici, par exemple, sur l'étude Heads-Up de l'UPADA, on a un ISI 75 à 16 semaines chez 71% des patients, à 90 à 60,6% et 100% 27,9%. C'est supérieur au Dupixent. Et d'ailleurs, dans les critères principaux, ils regardaient aussi le prurite. En fait, en 2-3 jours, ils voient une différence, les patients. C'est vraiment affolant. Par contre, ils sont plutôt bien tolérés, mais quand même, moi je trouve que j'ai plus d'effets secondaires que le Dupixent. Donc ils vont avoir des maux de tête, il y a des éruptions acnéiformes, des troubles digestifs, et c'est rarement la cause d'arrêt, mais il y a eu des cas aussi, il faut se méfier des risques cardiovasculaires. Mais ils sont plutôt bien tolérés, que ce soit le baricitinib, c'est les mêmes effets secondaires qui sont reconnus dans l'abrocitinib et dans l'UPADA. Par contre, donc, pour les gens qui ont des antécédents cardiaques et à risque de thrombose, il y a eu le groupe de pharmacovigilance de l'EMA, donc de l'Agence des médicaments européenne, qui a fait une conclusion pour minimiser les risques d'effets secondaires graves, parce que oui, c'est décrit bien que très rare, avec des risques cardiovasculaires, des thromboses, des cancers, des infections, et donc c'est chez les patients de plus de 65 ans ou avec des risques de problèmes cardiovasculaires majeurs ou des risques de maladies thromboemboliques, on va essayer de ne pas le mettre, ou alors vraiment à plus petit dosage. Et c'est pas pour l'ADA, c'est pour toutes les pathologies qui nécessitent des inhibiteurs de JAK. Donc les rhumatismes psoriasiques, la spondylarthrite ankylosante, la RCUH. Et on a un bon recul. On a du recul avec les JAK inhibiteurs dans l'ADA. Vous voyez, on a plus de 104 semaines. On a un maintien de la réponse aussi bien au baricitinib que l'abrocitinib à 112 semaines.
Et on a du recul dans la vie réelle surtout, à travers le monde, avec plusieurs données de vie réelle, que ce soit français, italien, belge, néerlandais, japonais. L'avantage, c'est que c'est des schémas adaptables, on a plusieurs dosages, c'est une prise orale, donc on va moduler la dose en fonction de la réponse du patient, aussi il a des facteurs de risque. On peut faire des traitements séquentiels, vous voyez, donc on traite, puis ça va un peu mieux, on peut essayer d'arrêter. Il y a des formes tellement sévères on a eu, bon ça c'est pas dans les recommandations, mais on a dû associer Upada et du Pixan et autres, et alors on jongle, et on a vraiment besoin des deux pour améliorer, et on peut retraiter facilement. Maintenant, il y a d'autres traitements systémiques, mais ça, c'est ceux qu'on a actuellement. Mais voilà, ils sont en train de regarder pour un anti-IL-31, comme on en avait parlé hier. Ça a une voie importante pour le prurite. Ça va pas donner des choses très, très folles. On vient de finir l'étude de phase 3 pour l'inhibiteur de LOX40, donc qui pourrait être intéressant pour dans le futur. On va avoir aussi des thérapies topiques comme les inhibiteurs de phosphodiestérase. Ça, c'est juste un résumé avec les traitements qu'on a actuellement. Donc, cyclosporine, forme sévère de DA de l'adulte. C'est la première chose pour laquelle nous, on est obligé de passer, excepté maintenant pour les ados et les enfants. Le Dupixent, ensuite, ultralokinumab. Donc, autorisé dès l'enfant de 6 mois en France. Chez nous, le mois prochain, ce sera à partir de l'enfant de 2 ans. Pour le moment, c'est à partir de 12 ans. Le tralokinumab, pour le moment, est encore que pour l'ado, mais va arriver. Et donc, on fait des doses de charge de 600 mg pour ces deux-là. Et puis, ça va être du 300 mg tous les 15 jours. Alors, on a du 200 aussi, ça c'est pour vraiment les petits-enfants, mais ça va seulement sortir. Et puis, sinon, donc, il nous reste le baricitinib, le padecitinib et la brocitinib. Donc, pour l'ADA modéré à sévère de l'adulte, pour le pour le moment, nous, on n'a que l'adulte pour cela, mais l'UPADA a déjà l'accord pour l'adolescent. Et donc voilà, nous probablement qu'on va attendre, mais toujours un peu en retard par rapport à la France. Et donc, en message clé, donc l'eczéma atopique modéré à sévère, c'est quand même la maladie la plus fréquente sur le plan cutané. Donc, bien adresser à un dermato-hospitalier pour une prise en charge adaptée quand c'est sévère. Il faut éviter de minimiser l'impact physique, psychologique important qu'il va y avoir. Nous, ici, on a récupéré des formes sévères. Ils ont 20, 25 ans. On ne sait même pas comment ils ont fait pour vivre jusqu'à présent. Ils se restent avec des capuches. Ils n'osent pas voir les gens. Ils dorment pas. Ils sont déprimés. Et finalement, on a des thérapies où ils revivent complètement. Hein. Moi, j'ai une jeune fille comme ça, je crois, tout le temps déprimée. Et maintenant, elle sourit et autres. Comme quoi, c'est vraiment plus les mêmes personnes. Il y a des origines multifactorielles. Il y a les comorbidités à dépister. Souvent, les DA sévères, c'est souvent des gens polyallergiques. Et donc, voilà, on ne peut pas forcément, même si on fait le bilan allergo, on ne peut pas tout enlever. Il y en a qui ont des formes très sévères, tellement ils sont allergiques à l'acarien. Ils passent près d'une moquette, ils sont remplis de la tête aux pieds le lendemain aussi. En plus de faire une rhinoconjonctivite, une crise d'asthme. Mais le lendemain, c'est des croûtes entières. Et donc, on va avoir besoin de ces biothérapies pour ces gens-là parce que malgré la meilleure éviction du monde, on ne sait pas toujours tout éviter, quoi, et vivre dans une bulle. Un traitement adapté, donc on traite vite et fort. Et donc, comme vous avez vu, donc, la physiopathologie, c'est important parce que c'est grâce à ça qu'on a su développer ces biothérapies. Il y a différents phénotypes. Ça pourrait nous aider pendant le futur et des nouvelles biothérapies et faire attention et savoir gérer les complications. Merci.